Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece, voilà, qui est un excellent manga, mais comme vous avez pu voir avec le titre, avec la miniature, tout ça, ça reste un manga qui me déçoit de plus en plus, où j'ai plus de mal à accrocher, et je vais vous en donner les raisons aujourd'hui. Voilà, donc j'enregistre mon écran. Ok. Donc, pourquoi j'aime moins One Piece? On y va. Donc, d'abord, comment j'ai découvert One Piece? On va d'abord revoir un peu comment j'ai découvert le manga, qu'est-ce que je préfère dans le manga, avant de voir ce qui fait que j'ai de moins en moins la hype quand on parle de One Piece. Donc, d'abord, comment j'ai découvert One Piece? Je l'ai découvert grâce à un manga souvent très critiqué, voilà, pour son fanservice, pour ses personnages à gros boobs qu'on voit un peu trop souvent. Qui d'ailleurs, son spin-off, j'ai vu le premier épisode, c'est. Bref. Et oui, c'est Fairy Tail, oui, parce que, en gros, moi je ne connaissais pas spécialement les mangas. Alors, oui, je regardais Détective Conan quand j'avais 6-7 ans, et encore aujourd'hui, je regarde Détective Conan, sauf que quand j'étais gamin, pour moi, c'était qu'un dessin animé comme un autre. Voilà, j'avais pas la notion des dessins animés, des mangas, de toutes ces choses-là. Effectivement, à 7-8 ans, t'as pas la notion de ces trucs-là. Pareil, je regardais Olive et Tom le midi. Voilà, pareil, j'avais pas la notion que Captain Tsubasa c'était un manga et pas un dessin animé. Pour moi, c'était tout pareil. Surtout que, en général, tu allumais ta télé, tu passais de Marsupilami à Captain Tsubasa à, je sais pas, au Totally Spies, à Détective Conan. Bref, au bout d'un moment, comment on est censé faire la différence entre un manga et un dessin animé à cet âge-là? Quand au final, visuellement, tout semble pareil et tout ça. Bref. Et en grandissant, à part Détective Conan, le reste, j'en avais pas grand chose à faire. Jusqu'au jour où, voilà, je découvre Fairy Tail, que je trouve plutôt sympathique, ou en allant chez un pote, je lis. Alors j'ai lu Dragon Ball chez un pote, chez un autre j'ai lu Aishid 21, Aishid 21 qui m'a beaucoup plus marqué que Dragon Ball, hein, je n'ai jamais été un grand fan. Petit à petit, ça m'a fait m'intéresser au manga. Et forcément, il y en a un qui est assez imposant, enfin qui commençait déjà à être bien imposant à l'époque, hein, parce que là, je parle d'un truc qui était il y a au moins 10-15 ans presque. Euh, et je m'intéresse à One Piece. Bon, j'ai commencé à m'intéresser à One Piece avec l'animé. Et ça a été la pire erreur parce que l'animé il est dégueulasse, hein. Franchement, l'animé à l'époque, voilà, c'est vraiment des vieux épisodes. Le rythme il est horrible. Je crois que j'ai dû regarder jusqu'à ce qu'on arrive chez Usopp. Et au bout d'un moment, j'ai rage quitte parce que c'était insupportable, hein. J'en pouvais plus. Et heureusement que j'ai pas été beaucoup plus loin parce qu'en plus, si j'avais été plus loin avec la version française, hein, on aurait vu la censure, hein, et tout ça. Donc ça aurait été encore moins bien. Mais du coup, je me suis mis au manga. Je me souviens que j'ai lu un peu le manga, y avait eu les bouquins, vous savez, là, les gros bouquins là, qui sortent aux marchands de journaux, là. Ça existait déjà il y a 10-15 ans. En fait, ils vendent ça genre comme si, oh, la nouveauté, vous pouvez relire One Piece, je crois que c'est les log poses, ou je sais plus comment ils appellent ça, il y a un délire comme ça. Et puis là, ils vont genre, ouais, la dinguerie et tout. Ouais, en fait, il y a 15 ans, ça existait déjà, quoi. Moi, j'ai acheté jusqu'à Alabasta, ces machins-là. Donc voilà, alors après c'est bien parce que pour ceux comme moi qui n'ont pas le truc au complet, on peut le compléter. Mais bon, moi ce qui me fait marrer, c'est qu'ils te vendent ça comme un truc incroyable, unique, alors qu'en fait, non, ça en fait on l'a depuis longtemps. Mais bon, c'est pas ça le problème. Euh, voilà. Donc à l'époque, voilà, moi j'ai commencé à lire comme ça, jusqu'à, je sais plus trop jusqu'à quelle partie, peut-être jusqu'à Marineford, je sais plus. Mais je me souviens qu'au bout d'un moment, j'ai fait une pause, voilà, j'avais lu, j'avais arrêté, me demandez pas pourquoi parce que je m'en souviens pas. Et j'ai à peu près repris vers 2017-2018, parce que j'étais encore en licence de sociologie, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'avais repris là-bas. Alors, entre deux, je m'étais aussi fait un pote au lycée qui adorait One Piece. Donc, ah, mais c'est ça le truc. C'est que j'avais pas de thunes pour acheter les mangas et qu'à l'époque, je lisais pas les scans sur internet.
Mais oui, à l'époque, j'avais pas de thunes, donc j'achetais des logs quand on pouvait, voilà, ou quand ma mère pouvait me l'acheter, ou un truc comme ça, voilà, j'en profitais. Et en fait, à côté de ça, je lisais les mangas d'un pote au lycée qui en fait me prêtait ses mangas. Et effectivement, une fois que je suis arrivé à la fac, bah avec ce pote-là, lui il est pas venu dans la même ville que moi, donc on a perdu le contact. Donc bah je pouvais plus emprunter ses mangas, donc j'ai arrêté de lire One Piece. Voilà, ça me revient maintenant pourquoi j'avais fait une pause. Voilà. Et puis, bah, forcément, au bout d'un moment, à la fac, je me suis mis à lire des scans. Je sais que c'est pas la meilleure façon parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Manga Plus et c'était pas encore aussi bien qu'aujourd'hui, quoi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le dimanche, hein, j'attends le chapitre à 17h, 16h ou 17h, un truc comme ça. Et puis voilà. Mais avant, on n'avait pas encore Manga Plus de la Shueisha. Donc, bah, je regardais les scans. Et du coup, j'avais tout repris depuis le début jusqu'à Dressrosa. C'était à peu près à cette époque-là où j'avais repris One Piece. Et c'était plutôt sympa. Et après, j'ai quasiment pas arrêté de regarder One Piece. Voilà. Ensuite, ce que j'ai aimé dans One Piece, ce que j'ai aimé de manière globale, c'est que c'est une aventure qui fait rêver. Aujourd'hui, One Piece ne me fait plus rêver. Mais à l'époque, oui. À l'époque, ça me faisait rêver parce qu'à l'époque, je regardais, je lisais One Piece parce que regarder, c'est un mensonge parce que je déteste l'animé. Et encore plus aujourd'hui. Parce que déjà à l'époque, c'était moche mais c'était mal rythmé. Aujourd'hui, c'est surchargé, t'as des effets qui n'existent même pas dans le manga, qui te rajoutent parce qu'ils veulent tellement faire trop que ça devient dégueulasse. Voilà, donc je suis désolé pour ceux qui aiment l'animé, mais moi je supporte pas l'animé, c'est une horreur visuelle. Et ce que, en fait, voilà, ce que j'aime moi, c'est là, tu vois, t'as un groupe qui vit des aventures ensemble, tu vois, qui ont vécu des catastrophes, mais genre leur amitié, les liens qu'ils ont entre eux leur permet de tout surmonter. Et c'est trop cool. En fait, t'es comme là, c'est comme si t'avais une bande de potes que tu suivais et que tu fais leurs aventures et tout. Et c'est trop bien parce que l'univers il est super riche. Chaque île, plus ou moins, a un peu son lore, son petit univers, donc c'est trop cool. Tu vois, dans One Piece, c'est peut-être un des rares univers où tu peux passer d'une île ultra futuriste à une île sur les Vikings, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est génial avec One Piece, c'est que l'univers, il est incroyable, il est magnifique, mais on verra qu'il y a des choses avec le temps qui font que j'arrive plus à rentrer dedans. Ensuite, mon Mugiwara préféré, forcément, Sanji Vinsmoke. Pour moi, c'est un des meilleurs persos du manga, tout simplement parce qu'il est l'un des mieux écrits du manga. C'est-à-dire que il apparaît déjà, il est super classe, là il fout des tatanes à tout le monde. D'ailleurs, j'ai commencé à apprendre la boxe française l'année dernière parce que One Piece m'a influencé quand même, hein, parce que moi je me dis, tu vois Sanji là hyper classe à donner ses coups de pied et tout, je me dis mais attends mais moi si je veux apprendre à me battre, je veux apprendre à me battre comme ça aussi. Bon à la boxe française tu utilises quand même tes poings, mais tu utilises quand même plus tes pieds que tes poings, enfin en tout cas pendant mes cours quand on apprenait à se battre, bon on a vite fait appris les techniques de poing, en même temps c'est pas compliqué, hein, tu fais voilà tes trucs, hein, les crochets, uppercut et puis voilà, t'as que ça au point. Donc ça va vite. Alors copier, t'as un peu plus de quand même de technique, t'as plus de choses. Et puis ben c'est quand même plus dur de mettre un coup de pied parfaitement qu'un coup de poing. Un coup de poing, voilà, tu tends ton bras, puis c'est bon, tu as donné ton coup de poing. Alors que le coup de pied, bah faut calculer les distances, les machins. Enfin, c'est plus complexe. Faut calculer l'angle de ton pied parce que ton pied qui reste au sol, faut qu'il ait un angle précis entre guillemets en fonction du coup de pied que tu donnes. Enfin c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air de donner un coup de pied qu'un coup de poing dans les disciplines. Enfin, en tout cas, moi je trouve, hein. Et du coup, ça a été un peu influencé par Sanji. Parce que Sanji, c'est un personnage qui donne que des coups de pied. Et ouais, j'avais envie d'être cool comme lui, quoi. Ben, voilà. Donc j'aime beaucoup sa façon de se battre, son personnage. Alors, il y a quand même le côté un peu pervers que j'aime moins. Surtout que c'est un running gag qui est encore là aujourd'hui. Et c'est chiant, tu vois, c'est comme Brooke avec les petites culottes, ou Usopp qui a peur de tout, enfin bref, tu vois, c'est des running gags qui datent de leur première apparition, qui sont encore là aujourd'hui, et tu te dis, pff, et au bout d'un moment, on fait évoluer tes personnages. Bon, Sanji, il a quand même pas mal évolué,
soit en termes de puissance, de pouvoir, toute l'histoire déjà avec Zeph qui était incroyable, qui était déjà hyper triste, mais en plus on te rajoute celle avec le Germa 66. Bref, le personnage, il est vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est quand même assez fou que ce soit mon personnage préféré et que je n'ai pas de figurine de lui. Il faut vraiment que j'en achète une un jour, parce que là, on a Luffy, à côté on a Robin, à côté on a Nami. Attends, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est Jeff Hardy, je crois. Ouais, c'est bien Jeff Hardy. Et devant Jeff Hardy, on a un autre Luffy là qui est assis. Et à côté, en tout petit là, on voit pas très bien, mais c'est Kid. Donc voilà. Et je crois que chez ma mère, j'ai encore une figurine de Robin. Euh, ouais. Non. Si, j'en ai encore une de Robin et encore une de Nami chez ma mère. Donc voilà. Oh, je vois que j'ai un poster qui s'est cassé la gueule pendant le week-end. Ouais, c'est ça. Je crois pas que je vais avoir plus de figurines de One Piece que ça. Euh, mais effectivement, Sanji, je ne l'ai pas. Ensuite, qui est mon supernova favori? Bon, bah, c'est celui qui est tout petit que vous pouvez pas voir. Voilà, je vous le montre pas plus près parce qu'il y aura une vidéo où je vous montrerai la figurine plus en détail. Donc voilà, je vais pas la spoiler ici, mais effectivement, à mon anniversaire, pour mes 29 ans, je crois, parce que je suis sûr que c'était pas à mes 30, donc ça peut être qu'à mes 29 ou mes 28. En tout cas, c'était il y a pas si longtemps que ça non plus. On m'avait offert du coup cette petite figurine de Kid qui est très cool parce que les gens ils savent que j'aime Kid. D'ailleurs, dans mon jeu One Piece Pirate Warrior 4, c'est mon personnage le plus avancé en termes de niveau, celui que j'ai le plus travaillé, le plus tryhard. Même de manière générale, j'aime bien, je le trouve hyper charismatique, le personnage est vachement cool. Tu vois, c'est une version de Luffy en plus sérieuse, en plus dark, qui est plus raccord au monde de la piraterie, je trouve. Avec le pouvoir de Magneto, quoi. Enfin bref, le perso est plutôt stylé. Bon, il s'est fait poutrer comme une merde par Shanks, mais je trouvais qu'il était plutôt stylé. Son association avec Shanks, pas Shanks, mais avec Law contre Big Mom, c'était plutôt cool. Ça sent un peu de nulle part quand même que deux mecs comme ça arrivent à battre Big Mom, mais bon, ça restait quand même plutôt stylé, quoi. Donc voilà. En tout cas, je fais partie des partisans qui pensent qu'il n'est pas mort, parce qu'il y a une règle, la règle la plus importante de la fiction. Tant qu'on n'a pas vu le cadavre, la personne n'est pas morte. Donc pour moi, il n'est pas mort. Et Trafalgar Law non plus. Voilà. Que j'aime beaucoup également, Trafalgar. J'ai son sabre, mais pas ici. Son sabre, il est chez ma mère. Bon, je sais que ça s'appelle pas un sabre, mais j'ai plus le nom précis. Bref. Et mon méchant favori, bah, c'est tout simplement Doflamingo. Pour moi, le meilleur méchant du manga. Pour moi, bien mieux qu'un Imsama, qu'un Barbe Noire ou quoi que ce soit. Pour moi, Doflamingo, il était incroyable. En fait, il est ce qu'on aime le plus dans les méchants, c'est le côté vraiment sadique, vraiment irrécupérable. Voilà, parce qu'on l'a vu avec Crocodile. Crocodile, c'était un super méchant, mais bon, bah voilà, il a vite changé de camp et c'est un peu dommage. On voit ça aussi avec Baggy le clown, même si Baggy le clown, c'est pas non plus un gentil, mais voilà, on l'a quand même vu faire équipe avec Luffy quand même, quoi. Alors que Doflamingo, on a quand même plus de mal à l'imaginer faire équipe avec Luffy. Il y a peut-être des chances, par rapport à son histoire et tout ça, au combat contre les dragons célestes et tout qui est à venir. Mais bon, quand tu vois les créatures d'aujourd'hui, t'as du mal à imaginer le retour d'un Doflamingo ou même d'un Ener. Hein. Beaucoup de gens qui rêvent d'un retour d'Ener, ça va forcément arriver, c'est obligé. Mais tu vois, t'imagines mal le perso s'impliquer là-dedans, voilà, entre le Gear 5, les démons, les machins. Je vois mal Ener refaire sa place là-dedans, quoi. Bref, Meadow Flamingo, j'ai kiffé son arc, j'ai kiffé son personnage, son histoire qui est hyper touchante et qui montre voilà, comment il est devenu aussi taré, aussi monstrueux. Et pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs persos de One Piece également. Et mon arc favori, bon, je m'en doutais que ça allait être flou vu comment la photo était petite, mais bon, tant pis. C'est Enies Lobby. Alors, j'ai hésité avec d'autres arcs, parce qu'il y a d'autres arcs que j'aime beaucoup, comme bah, l'arc du Barati, l'arc de Arlong Park, l'arc bah, là, d'Enies Lobby, j'aime beaucoup, Water 7, j'aime beaucoup, Dressrosa, j'aime beaucoup, mais j'ai pas mis Dressrosa, simplement parce que l'arc est très très long, même trop long à mon goût. D'ailleurs, ça aussi c'est un problème, je ne l'ai pas noté, mais c'est vrai que c'est un problème quand les chapitres deviennent enfin les arcs deviennent de plus en plus longs. Alors oui, on dira, oui, mais regarde la rêverie, ça fait que 10 chapitres. Encore, je crois que ça a même fait moins que ça.
mais à côté de ça, les autres arcs sont quand même très très longs. Donc voilà, alors qu'avant, les arcs étaient pas si longs que ça. Bref. En tout cas, Enies Lobby, pour moi, c'est génial. On a, voilà, toute la partie par rapport à Robin, chaque Mugiwara qui aura son adversaire au sein du CP9. Le combat entre Luffy et Rob Lucci, pour moi, est un des meilleurs combats du manga. Et ça va être un avis controversé, je pense, mais pour moi, c'est même 1000 fois mieux que le combat contre Kaido ou contre le combat contre Katakuri. Pour moi, ce combat-là, il était vraiment, vraiment génial. Voilà. Après, j'ai pas non plus détesté les combats que j'ai cités, mais je trouve que le combat contre Lucci était vraiment pas mal. Voilà, parce que Lucci avait vraiment un niveau au-dessus de Luffy, comme Kataguri et Kaido, sauf que ça n'a pas été ouah, il y a tel truc qui se passe et puis finalement je m'en sors. Non, là entre Lucci et Luffy, quand le combat se termine, les deux sont KO. Voilà. Et du coup, ça fait sens. Et voilà. Puis en plus, bah, Lucci fait partie des adversaires qui fait que Luffy a dû débloquer une nouvelle transformation ou un nouveau pouvoir. Voilà, en tout cas, moi, Enies Lobby, j'aime beaucoup. Mais il est temps de passer au négatif. Et ça me fait mal de dire du mal de ce manga, mais en fait, ça fait des mois que j'y pense. Je me dis, il faut que j'en parle. Mais j'ose pas trop parce qu'on connaît la communauté One Piece. Hein, voilà, communauté méga toxique. Et en fait, j'en parle parce que aussi, au moment où j'enregistre, ce matin, j'ai vu cette vidéo de Mademoiselle Soso. Alors c'est pas la youtubeuse que j'aime le plus. Alors je dis pas que je l'aime pas, hein, c'est juste que je la regarde pas souvent. De temps en temps, j'aime bien regarder ses vidéos quand le thème m'intéresse. Et bon bah voilà, pas tout le temps. Mais cette vidéo-là, j'avais vu qu'elle était sortie, mais en fonction de la longueur, bah voilà, j'avais pas toujours le temps de la voir. Donc là, j'ai enfin eu le temps. Et en fait, ce qu'elle dit pour moi est très pertinent et très vrai. Voilà, je suis totalement d'accord avec la plupart des choses qu'elle dit. Je dirais même voir avec quasiment tout. C'est juste que bon, bah là, j'ai plus tous les détails de la vidéo, mais de mémoire, j'étais quasiment d'accord avec tout. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais dire moi dans ma vidéo, qui sont des choses qu'elle a exprimées également, et il y a des choses que moi je rajoute à la fin. Bref. Mais effectivement, la communauté One Piece, c'est quand même un truc qui moi, au bout d'un moment, a fini par m'épuiser, par, par m'éloigner du manga, parce qu'effectivement, c'est une communauté qui est très très toxique. Parce que même quand tu es fan du manga et que tu oses dire qu'il y a un truc que tu n'apprécies pas, bah, tu te fais défoncer par les gens. Et pourtant, pendant un long moment, bah, j'étais quand même un gros gros fan. Mais je pense qu'il y a quand même une période de ma vie où pour moi je plaçais One Piece comme le meilleur manga. Alors quand je dis le meilleur manga, c'est selon mes préférences à moi. Bien évidemment, je ne peux pas comparer à Naruto ou bon, j'allais pas dire Dragon Ball parce que Dragon Ball je l'ai lu. Mais Naruto par exemple, j'ai jamais lu, donc je peux pas dire que c'est mieux que Naruto parce que j'avais lu Naruto. Euh, mais manga que j'espère quand même lire un jour parce que je fais pas partie de ces cons qui voilà parce que souvent les fans de One Piece vont cracher sur les autres qui peuvent faire concurrence. Moi, je fais pas partie de ceux-là, je veux dire le manga je le connais pas, je vais pas le cracher dessus. Au contraire, je préfère le découvrir et puis voir ce que je vais aimer, ce que je vais pas aimer. Et puis je verrai à ce moment-là. Surtout que je vois plein de vidéos sur Naruto, j'aime bien regarder des trucs dessus quand même. Et je me dis, en vrai, c'est un univers dans lequel je peux rentrer. Alors oui, il y a l'air d'avoir des défauts, mais One Piece a plein de défauts. Mon manga préféré, Achille 21, a des défauts. Les mangas de mon top 5 ont tous des défauts. Dedans, on retrouve les Akame Kill qui ont quelques défauts. On a également Défense des Vibes, donc il y a un manga assez court. J'ai déjà fait une vidéo pour présenter son histoire. Pareil, qui est assez court. Enfin, qui est assez court, qui a quand même des petits défauts. Bref, les mangas que j'adore ont leurs petits défauts à eux aussi, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas les aimer. Et c'est le cas de One Piece, c'est le cas de Naruto. Je pense que le jour où je le lirai, je me dirai, oh, il y a des petits défauts là, mais c'est sympa. Pareil quand le jour où je attaquerai SNK. Pareil pour Demon Slayer. Là, principalement sur ma chaîne, j'ai plus parlé de Demon Slayer qu'autre chose. Demon Slayer, c'est sympa. Mais pour moi, il y a déjà des défauts qui s'installent dès le début de l'histoire. Et ça m'empêche pas quand même de bien apprécier. Donc voilà. Et le problème des fans de One Piece, c'est que déjà, tu as l'impression que pour eux, il y a zéro défaut. C'est Oda, c'est un dieu, c'est tout ce qu'il fait, c'est parfait. Un peu comme les fans de Dragon Ball et tout ça, avec Toriyama, mais c'est pas le cas.
ils sont humains, donc comme nous, ils font des erreurs. Et One Piece en est la preuve, il y a des choses qui ne vont pas dans One Piece. Et on en parlera après. Mais le truc, bah, c'est que si tu oses le dire, bah tout de suite, les gens ils viennent te fracasser, ils viennent t'emmerder. Alors moi j'ai la chance d'être un homme, comparé à Mademoiselle Soso, et j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'abonnés. Ce qui fait que bah, y a peu de chances que ces gens-là viennent dans mes commentaires. Peut-être qu'il y en aura, parce qu'avec la vidéo, bon, voilà. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, ça prouvera juste. En fait, c'est ça, c'est que si je viens me faire insulter ou des choses comme ça prouvera juste que ce que je dis est vrai. C'est que cette communauté-là est toxique. Mais après, j'ai envie de dire que toutes les œuvres qui fédèrent ont une partie toxique. Que ce soit dans les mangas avec One Piece, Dragon Ball, Naruto, tout ça, que ce soit dans la musique, hein, quand on voit les communautés, surtout dans la K-pop, moi qui écoute beaucoup de K-pop, bon, on a des côtés méga toxiques, hein, les ARMY, les Blinks, tout ça, c'est méga toxique. Et du côté du cinéma, enfin même la littérature plus que le cinéma, quand tu vois les fans du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter, machin, bref, toutes les œuvres ou gros, enfin ou artistes qui fédèrent ont des communautés toxiques, parce que pareil, quand on prend Zack Snyder, il y a une communauté méga toxique ou des choses comme ça, enfin bref. Alors après, quand on dit que la communauté est toxique, bien sûr, c'est une généralité, il y a toujours des gens à l'intérieur qui sont cool. Mais bah, les gens toxiques sont quand même ceux bah, qu'on entend le plus, qui se montrent le plus, et ça c'est très dommage. Et effectivement, quand t'en arrives à un moment donné où toi t'es là, que tu veux partager ta passion d'une œuvre sur internet, en vidéo ou à l'écrit, dans le cas de One Piece, moi j'ai plus fait sur Facebook en partageant avec des gens et tout, mais qu'à chaque fois que tu dis un truc, bah, tu te fais fracasser la gueule, au bout d'un moment, t'as plus envie de partager avec les autres, t'as juste envie de garder ton truc pour toi, et en fait, bah, ça n'a aucun intérêt en fait. Je veux dire, ce sont des œuvres où en plus One Piece, c'est quand même une œuvre qui parle de partage, qui parle d'ouverture et tout ça. Et avoir l'une des communautés les moins ouvertes de la planète, c'est quand même assez ironique. Parce que bah, la communauté fait tout l'inverse des messages qu'Eshiro Oda essaye de véhiculer dans son œuvre. Et c'est très triste. C'est très triste. Voilà. Ensuite, on a la méga hype à chaque chapitre. Alors, cette page 3D2Y, c'est l'une des rares pages One Piece que je suis sur Facebook, qui est une très bonne page, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais le problème, c'est qu'à chaque chapitre, tu as toujours des gens qui te foutent une hype de dingue. Et d'ailleurs, hein, on voit que des fois, bon bah, là, t'as des commentaires comme celui-ci, il n'y a rien eu du tout. Et en fait, c'est souvent le cas dans One Piece, et c'est normal, tu peux pas avoir des dingueries, comment dire, des révélations à chaque chapitre. C'est normal. C'est logique que par moment, tu aies des chapitres un peu plus mous, où il se passe moins de choses. C'est normal, il faut aussi des moments de calme avant la tempête. Mais tu as l'impression avec les gros fans hardcore que chaque chapitre c'est une dinguerie. Que chaque chapitre, ouah, t'as des trucs de fou et tout ça. Et moi, au bout d'un moment, en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que du coup, t'es là, t'as des mecs qui ont lu les spoils, te disent oh, vous allez voir, le chapitre qui arrive, il va être incroyable. Bon, là, le gars, il parle plus de l'animé hein, que des chapitres, mais c'est exactement pareil avec les chapitres, avec les scans. Et en fait, c'est énervant parce que ça te crée une hype et quand tu lis le chapitre, tu te dis, tout ça pour ça, en fait, vraiment, on a des posts, des vidéos qui font des titres putaclic et tout, pour dire, et regardez, le chapitre, il est incroyable. Et toi, quand tu le lis, t'es en mode, ouais, bah ouais, c'était cool, mais c'était pas incroyable. Et ce qui fait qu'en fait, on te met toujours toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, bon voilà, quand ça sort, quoi. euh, les gens ils te mettent tellement dans la tête que c'est incroyable qu'en fait, ben, les épisodes, eux, ne sont tellement pas au niveau de l'attente qu'on te met sur Internet qu'en fait, ben, à chaque fois, tu es même limite déçu. En fait, avoir un bon chapitre de One Piece, aujourd'hui, on est même limite déçu. Parce que les gens sont toujours tellement en mode oh, c'est incroyable, c'est pas ça, 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 ça. Et toi, tu regardes, tu fais ok, par exemple, avec Brooke, je vais pas spoiler ce qui se passe avec Brooke, mais à Elbaf, il y a eu un truc avec Brooke,
Et les gens, ils faisaient des posts en mode Waouh, c'est le chapitre de l'année. Alors qu'en fait, t'as juste une toute petite case où tu vois un truc, et c'est tout. Et y a rien, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de choses. En plus, chez Shiroda, on n'a pas reparlé depuis dans les chapitres. Peut-être que quand cette vidéo sortira, ce sera fait, mais il n'y a rien eu de plus. Et on te dit, waouh, c'est le chapitre de l'année. Et puis de toute façon, en fait, le problème avec les fans de One Piece, c'est quasiment chaque semaine, le nouveau chapitre, c'est le chapitre de l'année. Alors je sais qu'il n'y a pas les chapitres toutes les semaines, hein, voilà, mais vous avez compris l'idée. Et moi, honnêtement, au bout d'un moment, ça me saoule. Ça me saoule. Et j'ai pas non plus envie de supprimer tous les gens qui parlent de One Piece juste pour ne pas voir ce qu'ils font. Parce que bon, bah, il y a aussi des très bonnes choses qui se véhiculent à travers le manga. Il n'y a pas que du mauvais. Donc je vais pas non plus supprimer tous mes trucs, tous mes réseaux sociaux, parce que bah, il y a du négatif qui est là. Mais bon, du négatif qui est quand même plus présent que le positif. Et voilà. Et sur la hype, par exemple, on peut prendre l'exemple de koh. C'est-à-dire que koh, par exemple, moi c'est une émission que j'aime énormément, que j'aimerais faire un jour. Ça arrivera peut-être jamais, mais j'aimerais beaucoup la faire. Et en fait, dans koh, c'est une aventure où, bon, bah voilà, à l'époque, les réseaux sociaux n'avaient pas beaucoup enfin, n'existaient pas tant, avec autant d'importance qu'aujourd'hui. Et du coup, bon, bah voilà, t'avais devant ta télé, t'avais ton épisode, t'avais le petit teaser de l'épisode suivant à la fin, et puis c'est tout. Depuis quelques années, à chaque fois, tu as une vidéo de Denis Brognard pour sur-hyper l'épisode. C'est-à-dire qu'on te hype le truc de fou en mode oh, pardon, j'ai le hockey. Mais on te hype le truc de fou en te disant oh, l'épisode là, ça va être une dinguerie, il va se passer ça. Oh là, ça va être une dinguerie au conseil, il va se passer ça. Là, on nous a sorti le coup du oui, on va avoir le coup de bœuf du siècle. Mais c'est de la merde, le coup de bœuf du siècle. Vraiment, déjà, on nous hype le truc depuis le début de la saison, qui a eu lieu bah, du coup il y a plusieurs mois. Tout ça pour que le coup de bluff du siècle ce soit un collier donné par la production à ceux qui sont le plus en difficulté, qui ont fait croire à des gens que le collier les protégeait tous les deux, et du coup ils ont pu éliminer des gens. Voilà. C'est ça le coup de bluff du siècle? Non, pour moi, le coup de bluff du siècle, c'est vraiment des vrais coups de maître, comme Maxime en 2010 ou 2011, qui, quand on annonce les colliers d'immunité, décide d'en créer un faux. Ça, c'est un coup de bluff. Alors, certes, il n'a pas duré longtemps, mais ça, c'était un putain de coup de bluff. CETA, là, ou je sais pas quoi, qui fait croire pendant je ne sais combien de semaines qu'elle a un collier d'immunité, alors qu'en fait, elle en a pas du tout, et que tout le monde la croit au lieu d'aller vérifier qu'elle a un collier d'immunité, ça, c'est un vrai coup de bluff. Là, te dire le coup de bluff du siècle, c'est la production qui donne un collier d'immunité à des gens, et après, ils te disent voilà. Alors, oui, après, comme ils ont dit en interview, oui. Euh, on peut pas savoir à l'avance que les aventuriers vont en faire, oui, mais ça n'empêche pas que vous avez donné ce collier. Vous avez envoyé des gens qui avaient survécu à une épreuve éliminatoire sur l'île maudite pour qu'ils aient, enfin l'île maudite, je sais plus comment elle s'appelle dans cette saison, sur une île pour qu'ils aient ces colliers-là et qui survivent le plus longtemps possible. Donc même si vous pouvez pas prédire ce que eux allaient réellement en faire, vous voulez clairement qu'ils aillent dans cette direction-là. Hein. Vous n'êtes pas dit on va donner des colliers pour qu'ils en fassent rien. Ne prenez pas pour des idiots non plus. Et, et du coup, ce qui fait que là, koh se prend une sauce, parce que bah oui, à force de surhyper des choses, et qu'au final les épisodes soient juste normal, et ben les gens sont déçus. Les gens sont déçus, parce que si tu ne hypes pas les choses, bah les gens ils sont contents, ils ont un bon épisode, et on ne leur fait pas croire que c'est l'épisode du siècle. Et je parle pas que les épisodes du coup de bluff, hein, je parle des épisodes en général depuis des semaines et des semaines. C'est la surprésence des réseaux sociaux en mode ah ça va être incroyable, puis Denis Brognard qui tease le truc à chaque fois. Alors j'adore Denis Brognard, mais nous teaser le truc à mort à chaque fois, à chaque épisode, c'est bon, on en a marre. Laissez-nous juste passer un bon moment devant nos épisodes, c'est tout. Et One Piece, bah du coup, c'est exactement le même problème. C'est qu'on nous hype tellement les choses, on nous fait tellement croire que c'est incroyable, bah, que toi, t'es en mode oh, bah tiens, il va y avoir des choses incroyables, je vais lire le chapitre, et qu'au final, bah t'as juste un chapitre normal, un chapitre qui est bon, mais qui est pas extraordinaire. Alors, des fois, il y en a qui sont extraordinaires, mais c'est extrêmement rare. Voilà. Autre chose, c'est un peu le cringe, hein, et cette photo elle le représente parfaitement. Encore une fois, il n'y a pas que One Piece hein, qui fait ça. Hein. Ça, ce cas-là, je l'ai déjà vu, notamment chez les fans d'Harry Potter. C'est les gens qui, en fait, ont un rapport au personnage
comme si les personnages existaient dans la vraie vie. Moi, je trouve ça hyper cringe. Parce que bah, du coup, ces gens-là, tu vois, ils te font des posts en parlant comme si les personnages étaient leurs potes. Bon, déjà, t'es en mode, tu sais qu'il n'existe pas, le perso, voilà. Et en plus, tu vois, t'as ce genre de pote, on souhaite l'anniversaire du personnage, machin. Encore une fois, c'est un personnage de fiction, il va pas te répondre, il va pas te dire merci, ou je sais pas, tu veux pas lui offrir un cadeau non plus, enfin je sais pas, moi je trouve ça hyper cringe, les gens qui réagissent comme ça. Alors après, ils ont le droit de kiffer l'œuvre comme ils veulent, mais je trouve ça hyper cringe, quoi. Tu sais, c'est comme si là, là au mois de juillet, ça va être l'anniversaire d'Harry Potter, hein, parce que je sais que le perso d'Harry Potter est né au mois de juillet, au mois d'août, un truc comme ça. Je crois que c'est au mois de juillet. Tu sais, c'est comme si après là, j'allais aller sur internet au mois de juillet et faire, bon anniversaire Harry Potter. Non mais c'est ridicule, hein, faut le dire. J'ai l'encyclopédie Marvel, là, je vais aller dessus, et puis chaque jour quand c'est l'anniversaire d'un personnage, je vais faire ça parce que je suis fan de Marvel. Je vais faire, oh tiens, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cyclope. Allez, bon anniversaire Cyclope. Puis demain, c'est l'anniversaire de, je sais pas, de Miss Marvel. Allez hop, bon anniversaire Kamala Khan. Non mais c'est ridicule, franchement. Je sais pas, tu peux kiffer ton œuvre en partageant ce que tu kiffes dans l'œuvre, les trucs comme ça. Mais ça, perso, moi je trouve ça cringe. C'est mon avis perso. Ensuite, il y a les théories. Alors, j'ai mis le Mont Corvo en sous-titre. Alors, c'est pas pour attaquer le Mont Corvo, c'est juste que j'ai pris une miniature, je sais pas si c'est celle qui est actuelle ou une ancienne, parce que j'ai vu il y en a eu plusieurs, mais c'est juste que sinon, j'allais pas me souvenir de qui était la miniature, donc voilà, je préférais noter le nom. Mais effectivement, que ce soit pas en post sur les réseaux sociaux ou en vidéo sur YouTube, dont il y a le Mont Corvo, je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais Mont Corvo sont les plus connus, du coup qui font des théories tout le temps. Et en fait, moi, ça me gâche un peu le délire. Alors, le Mont Corvo, personnellement, je regarde pas leurs vidéos. J'ai dû en voir quelques-unes il y a des années, mais j'ai jamais continué, ce qui est dommage parce qu'ils font vraiment des vidéos de qualité. Que j'en ai quand même vu quelques-unes, comme je viens de dire. Donc ils font de la vidéo de qualité, mais les théories, moi c'est pas mon délire. Et sur internet, forcément, on en voit d'autres. On voit d'autres gens qui font leurs propres théories. Des fois, on en voit qui complètent un peu les théories du Mont Corvo ou qui réfutent les théories du Mont Corvo. Et moi, je trouve ça un peu chiant. Alors, c'est pas l'aspect de One Piece qui me rebute le plus, mais c'est vrai que c'est un aspect que j'aime moins. Et je vais faire un parallèle avec le monde du catch. C'est que, en fait, avec les théories, on se coupe le plaisir de rêver. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre, tu vois, le prochain chapitre et puis de rêver en lisant le chapitre, en passant un bon moment, en fait, on va absolument, avec les théories, imaginer le futur, s'imaginer un futur qui parfois se produit, mais qui parfois ne se produit pas non plus. Et le truc, bah, c'est que si tu te hype ou que tu hypes des gens avec des théories plutôt crédibles, mais qui ne se produisent pas, et bah du coup tu crées une énorme déception chez les gens. Et moi c'est cet aspect-là que j'aime pas dans les théories. Donc les gens qui théorisent ou quoi que ce soit, je m'en fous. Si eux ça leur plaît, c'est très bien. Mais le problème, bah, c'est que tu crées de la hype derrière tes théories. Parce que quand ta théorie est crédible et que les gens l'aiment bien, bah, ils se disent ah bah oui, mais j'ai envie de la voir exister cette théorie. Mais quand elle ne se produit pas et que c'est autre chose qui se produit dans le manga, eh ben ça rend le manga décevant quand tu commences à croire à une théorie. Et moi c'est pour ça que les théories, je suis pas hyper fan. Voilà. Et encore une fois, le but n'est pas de pointer mon corbeau, mais je sais que c'est la chaîne, en tout cas de théorie, la plus connue. Voilà, encore une fois, ils font de la qualité, mais c'est clairement pas mon délire. Là, on va passer à des choses plus personnelles, c'est l'évolution narrative du manga. Donc je vais d'abord passer sur ce que j'aime bien à ce que j'aime le moins. Et puis comme il y a, entre guillemets, trois grandes étapes au niveau des mers, et ben on va surtout parler de ça. Donc d'abord on a eu la saga Is Blue, qui pour moi est la meilleure saga encore aujourd'hui. Pour moi la saga Is Blue, il n'y a pas mieux dans One Piece. Et encore une fois je parle par mes goûts personnels. Et pourquoi je préfère ça? Bah, de toute façon, enfin, tout simplement, parce que on a une structure narrative, alors certes qui se répète, hein, quasiment chaque île c'est la même chose, hein, on arrive sur une île, il y a une personne qui est en difficulté, on devient pote avec, on règle le problème d'un méchant, on a des petits flashbacks, et puis hop, voilà, c'est notre nouveau compagnon, et puis on passe à autre chose. C'est vrai que la saga Is Blue, c'est quasiment que ça.
mais pour moi, ça reste quand même la meilleure. Parce que, en fait, dans la saga Is Blue, on découvre le héros, on découvre ses futurs compagnons, on vit des petites aventures où il se développe avec ses pouvoirs actuels, avec leurs capacités actuelles, en sachant qu'à l'époque, voilà, on n'avait que ces cinq-là. Donc, c'est-à-dire des mecs qui n'avaient aucun pouvoir et un gars qui contrôlait à peine son fruit du démon. Et moi, j'adorais cette période-là. Surtout que chacun avait un peu son archétype à lui et c'était cool. Voilà, t'avais la navigatrice, t'avais le cuisinier, t'avais le sniper, t'avais l'épéiste et puis t'avais le capitaine. Et c'était trop cool. Au combat, ils avaient aussi chacun leurs différences. Et ça, c'était très bien. Et moi, j'adore Is Blue. Is Blue, pour moi, c'est vraiment la période que je préfère. Surtout à partir du moment où Sanji arrive, puisque c'est mon perso préféré. Après, je suis un gros fan de Nami aussi. Donc, euh, donc voilà, ça aide aussi à apprécier la première partie du manga. Voilà. Ensuite, on arrive à Grand Line. Et là, Grand Line, perso, j'aime toujours. Grand Line, on continue en fait à avancer dans le rêve du héros, on continue à consolider son groupe, puisque globalement, le groupe de Luffy se consolide globalement à Grand Line. Certes, à ce moment-là, Jinbei ne fait pas encore partie de l'équipage, mais bon, Jinbei, c'est pas le perso le plus intéressant de toute façon. Mais on consolide un peu les liens entre les personnages, on rajoute quelques membres, hein, dont Chopper, qui est un bon perso, Robin, qui est pas mal aussi, donc voilà, Franky, qui est pas mal, et on te rajoute Brooke qui est sympa, mais qui fait un peu doublon avec Zoro, parce que du coup on se trouve maintenant avec deux épéistes. Mais bon, c'est pas non plus très grave. Et Grand Line, j'aime beaucoup, les arcs de Grand Line sont vraiment cool, tout l'arc avec Alabasta, enfin en tout cas qui tourne autour de Baroque Works, on a tout ce qui touche au CP9, à Impel Down, comment ça s'appelle, à Marineford, tout ça. Et pour moi, bon, Thriller Bark, c'est un peu en dessous pour moi dans Grand Line, mais ça reste quand même une saga que j'ai beaucoup aimé, tout ce qui se passe à Grand Line. Parce que pareil, on continue à bien développer les persos, à bien retravailler leurs liens et tout, et c'est hyper fun. Voilà, moi j'aime beaucoup Grand Line. Et ensuite, on a le Nouveau Monde. Et pour moi, là, le Nouveau Monde, je vais pas parler tout de suite de tous les détails qui me dérangent, mais déjà, je trouve les arcs moins intéressants. C'est-à-dire que déjà, on commence par les hommes poissons, quasiment, qui pour moi est l'arc le moins utile, enfin, pas le moins utile, mais le moins bon de One Piece, hein, voilà, parce que en soi, il est utile parce que bon, les persos ont été absents pendant 2 ans, on montre leurs nouvelles capacités en affrontant des nouveaux ennemis, notamment chez les hommes poissons. Et bon, voilà, c'était sympa, mais voilà, c'était sans plus, quoi. À part montrer la nouvelle puissance des persos, pas eu vraiment de grosses dingueries, quoi. Ensuite, on a eu Punk Hazard. Punk Hazard, pareil, c'était pas foufou. Dressrosa, ça j'ai kiffé. Très long, trop long, mais j'ai kiffé. Et puis ensuite, on est parti chez Big Mom. Chez Big Mom, j'ai bien aimé les flashbacks de Sanji, mais à part ça, pas plus que ça. Wano Kuni, c'était sympa, mais pareil, on va revenir juste après dessus. Mais pareil, c'était sympa, mais sans plus. Egghead, pareil, j'ai trouvé ça sympa sans plus. Et actuellement, là où on en est chez les géants, à Elbaf, pareil, je trouve ça sympa sans plus. Mais je vais m'expliquer un peu plus après, parce que bon, j'ai pas fait mes diapos pour spoiler tout de suite les points qui me dérangent. Donc déjà, en termes d'écriture, avec le Nouveau Monde, on a commencé à avoir plein d'actes manqués. Notamment Zoro à Wano Kuni. C'est-à-dire que à Zoro à Wano Kuni, c'était le moment parfait pour faire son flashback, parce que quand on regarde, c'est l'un des rares persos où on n'a pas de flashback de son passé. Alors oui, on a les petits passages avec Kuina, voilà, où il se faisait battre par la meuf et tout, qu'elle est décédée et machin. Mais à part ça, on ne connaît pas grand-chose de plus de l'histoire de Zoro. Aller à Wano Kuni, chez les samouraïs, où on se doute bien que Zoro en a un lien, c'était le moment rêvé pour écrire quelque chose dessus. Et ça n'a pas été fait, ça a été un gros acte manqué, et pourtant j'aime pas Zoro. Dieu sait que je n'aime pas Zoro, c'est un des personnages que j'aime le moins, parce que de tout le monde est fan de Zoro, alors que le mec c'est juste un gars badass avec une épée. Bon, avec trois sabres, allez, pour rectifier.
Voilà. Mais c'est vrai que Zoro, il n'y a pas grand-chose de plus intéressant, quoi. Alors, il a des scènes qui sont vraiment badass, que ce soit dans certains dialogues, que ce soit dans les combats, ça, il n'y a pas à dire. Mais à côté de ça, le perso, il est pas ouf. Et justement, le meilleur moyen qu'il y avait de me faire beaucoup plus aimer Zoro, ou du moins juste de me le faire aimer, c'était justement de raconter son histoire. Et bah du coup, Shiroda ne l'a pas fait. Ensuite, on a Frankie. Et oui, est-ce qu'après on part à Egghead, chez Vegapunk, et là, pareil. Tu es clairement sur un acte manqué parce que ben on pouvait écrire un truc excellent avec Frankie, parce que bon, bah, il a quand même passé 2 ans dans un labo de Vegapunk, avec des plans de Vegapunk, plein de trucs autour de Vegapunk. Là, il arrive, il rencontre Vegapunk, et il se passe rien. C'est la plus grosse déception d'Egghead, c'est Frankie, qui ne sert à que dalle dans cet arc-là. Et franchement, ça m'a un peu saoulé. Ensuite, on a Elbaf, qui n'est pas fini. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, ben, on commence à partir également sur un acte manqué du côté de Usopp. Alors, je dis bien pour l'instant, j'ai mis un point d'interrogation, c'est pas pour rien, parce qu'encore une fois, l'arc n'est pas fini, je le sais, mais ben, faut dire que pour l'instant, Usopp, il sert à que dalle. Et en fait, même le pire à Elbaf, c'est que les Mugiwara ne servent à rien. Voilà, quasiment aucun n'est utile pour l'instant. Donc voilà, c'est décevant. Usopp, on s'attend quand même à quelque chose. C'est son rêve d'aller à Elbaf depuis je sais pas combien de temps, qu'il nous casse les couilles avec ça. Maintenant qu'il y est, ce serait bien bah, qu'il se passe vraiment un truc. Hein, voilà. Et j'espère que ça arrivera. J'espère qu'Eshiroda n'a pas oublié. Ce serait bien, voilà, qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que Toriyama. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on n'en est pas encore sur un acte manqué. Mais quand tu vois qu'Eshiroda a raté l'écriture de Zoro, a raté l'écriture de Franky dans les 2 arcs précédents, ça fait peur pour Usopp. Ça fait peur pour Usopp. Surtout vu comment c'est parti actuellement, ça fait encore plus peur pour Usopp. Et un problème, c'est que on s'intéresse de moins en moins aux Mugiwara. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus aux personnages secondaires qu'aux Mugiwara. Et on l'a surtout vu à Egghead, euh, avec ce flashback de Bonnet, de Kuma. Et je suis désolé, ce que je vais dire est très cru, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles du flashback de Bonnet. Alors oui, c'est un flashback qui est super triste. Oui, je l'avoue, il est touchant, il est triste, il est tout ce qu'on veut. Mais Bonnet, je m'en bats les couilles. C'est pas un personnage principal, c'est qu'un personnage secondaire. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son histoire? Je veux dire qu'on lui donne un peu de substance parce que bon bah voilà, on l'avait pas revu depuis sa Baodi et tout, qu'on lui donne un peu de substance parce que bon bah va accompagner les personnages principaux, un peu comme on avait fait avec Trafalgar Law. Ok, mais de là ne s'intéresser que à elle, non, non, non. On a passé pas combien de temps dans son flashback pour qu'en plus aujourd'hui elle serve quasiment à que dalle, parce que bon pour l'instant elle fait que dalle. Je veux dire, on s'en fout. En plus, elle n'était pas si pertinente que ça dans Egghead. Enfin bref, avec son fruit là qui est devenu un truc méga cheaté en 2 secondes. Bref, c'est. Voilà, je n'ai pas du tout aimé Egghead. Et notamment bah, cette écriture pour moi qui est horrible, qui est ratée. Et c'est dommage. C'est dommage. Le Gear 5, pareil. Le Gear 5, pour moi, c'est une logique dans l'écriture de One Piece, parce que bon bah Luffy veut être l'homme le plus libre au monde, voilà, en devenant le roi des pirates, patati patata, on connaît le speech, et le fait que son fruit du démon le transforme en sorte de créature de cartoon qui peut tout faire, c'est logique. Ça, je le reconnais. Il n'y a pas besoin de me le mettre en commentaire si un petit rageux passe dans le coin. Je le sais et je l'accepte. Je suis même plutôt ok pour le truc. Hein. Même la forme, elle est stylée, machin. Il n'y a rien à dire. La chose qui me dérange, c'est le comportement de Luffy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Luffy ne prend plus rien au sérieux. C'est-à-dire que même quand il est sur le point, enfin qu'il est vraiment face à un énorme danger, comme les doyens, les machins, il prend tellement tout à la rigolade qu'en fait, tu peux plus prendre au sérieux ces combats.
Et moi, ça me désole. Ça me désole parce que bah, je me souviens encore de ces combats où il prenait les choses très au sérieux, où il était prêt à vraiment en découdre. Voilà, où voilà, c'était fini la plaisanterie. C'est en mode tu t'en es pris à mes potes ou des machins comme ça, bah, je vais te détruire, je vais te casser la gueule. Aujourd'hui, même quand ça arrive, bah, il rigole, lui, il est là. Et c'est chiant. C'est chiant, ton héros, il vaut plus rien. Je suis désolé, mais Luffy, il est plus intéressant à suivre avec cette forme. Cette forme l'a rendu tellement cheaté, mais surtout tellement peu sérieux, voilà, c'est le mot, bah que à suivre, il n'est plus intéressant. Et je pense qu'Eshiroda a conscience de ça, surtout du côté cheaté de son perso, pour la raison suivante. C'est qu'on ne suit plus vraiment l'équipage. Et oui. C'est-à-dire que depuis que Luffy a le Gear 5, et même un petit peu avant, on ne suit plus vraiment l'équipage. C'est-à-dire que l'équipage est quasiment devenu secondaire. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai parlé de la structure du manga avant des sagas, entre guillemets, c'est pas pour rien. Si j'en ai parlé, c'est parce que quand on était à Ice Blue, Luffy rencontrait des personnes, on avait leurs flashbacks, on découvrait un peu leur histoire, et ensuite, bah, ces personnes-là, avec qui Luffy allait combattre, devenaient ses alliés. Certains mettaient un peu plus de temps, comme Nami ou comme Robin, mais devenaient ses alliés. Et c'était trop cool. Voilà, je veux dire, ces personnages-là qui apparaissaient étaient vraiment importants. C'était ses nouveaux amis, ses compagnons, sa famille, et ils allaient devenir l'équipage du nouveau roi des pirates. Donc ça c'était cool. À Grand Line, on continuait là-dessus. Avec Robin, Frankie, tout ça. On continuait à développer cet aspect-là. Et du coup, à nouveau, on suivait leurs histoires. Quand on est à Alabasta, certes, on a Vivi qu'ils aident, qui est très cool, mais on suit quand même toujours l'équipage de Luffy. C'est quand même eux qui sont toujours importants. Avec notamment, au passage, le recrutement de Chopper, qui a sa belle histoire aussi. Et puis après ça, je sais plus ce qui est directement après. Mais en tout cas, on a toute la partie avec bah oui, il y a sûrement Skypea entre deux, qui a été très cool. Ensuite, forcément, on a Water 7, Enies Lobby qui était incroyable pour intégrer totalement Robin, ou peut-être que c'est l'inverse, bon, je sais plus. Je sais plus si Frankie était déjà là à Skypea, mais je crois pas. Mais je peux me tromper. Et puis ensuite, on a Trailerback, on récupère Brooke, et puis voilà, et ça bat Audi, et puis voilà. Et déjà, Marineford, on a eu un avant-goût de, bah, un peu de cet aspect-là d'aujourd'hui, voilà, où on s'intéresse. Bah, encore, on s'intéressait à Luffy, donc c'était moins grave, voilà, Luffy qui va sauver son frère, Marineford, la Grande Guerre, mais on suit principalement Luffy. Et ça, c'était cool, parce que de toute façon, le but du manga, c'est de suivre un héros qui veut devenir le roi des pirates. Or, aujourd'hui, je veux dire, tu montres les épisodes d'aujourd'hui à quelqu'un qui ne connaît pas le manga, ou juste tu lui fais lire les derniers scans, je pense qu'à aucun moment, une personne qui n'a aucune connaissance de l'œuvre te dira que Luffy est le héros. Parce que tu ne le vois pas. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, depuis ces derniers temps, même l'auteur, comme je disais, il fait en sorte que Luffy n'apparaisse quasiment plus dans les histoires principales parce qu'il est beaucoup trop fort. En fait, déjà, il est beaucoup trop fort. Donc, bah, il va régler les problèmes tellement facilement que, bon, bah, déjà, les méchants ne seront plus crédibles. Donc, il faut quand même leur laisser un moment où ils sont vraiment puissants, où ils sont vraiment terrifiants contre les gens moins forts. Pour que, bon, bah, parce que après, tu sais que quand Luffy va arriver, il va être là en train de rigoler avec son Gear 5, et puis bon, bah voilà, il va juste gâcher le truc. Et Shiroda, il en a très clairement conscience. Et comme je l'ai dit, on ne suit plus totalement l'équipage. Dès qu'on a Egghead, bon bah qu'est-ce qu'on suit? On suit les flashbacks de Bonnet. C'est-à-dire qu'on cherche même pas à s'occuper de Frankie, qui a très clairement, qui est très clairement sur l'île où il mérite un nouveau développement et tout. Et non, on s'intéresse à Bonnet, dont on s'en bat les couilles. Je suis désolé, mais on s'en bat les couilles de Bonnet. On s'en bat les couilles. Elle est inintéressante. Voilà, alors oui, elle a une histoire triste, mais voilà, ça s'arrête là. Et, euh, et en fait, l'équipage, t'as l'impression que c'est devenu un élément secondaire. Et dans la narration, ça se ressent aussi. On ne suit plus l'histoire du point de vue de Luffy et son équipage, on suit
l'histoire d'un point de vue omniscient. On ne suit plus l'histoire de la même manière qu'au départ. C'est-à-dire qu'on ne suit plus un équipage, je veux dire le roi des pirates, on suit tout un panel de personnages, tout un panel d'histoires qui sont trop nombreux. Alors moi personnellement, contrairement à Chef Otaku, un truc comme ça, moi je m'y perds pas, parce que bah, j'aime beaucoup cette œuvre, malgré ce que je dis, j'aime beaucoup cette œuvre, mais, mais on ne suit plus les persos principaux. Nos persos principaux sont limite devenus les persos secondaires. C'est un peu comme si tu avais Percy Jackson et qu'en plein milieu de l'histoire, tu passais aux héros de l'Olympe. Sauf que ben, l'avantage avec ces bouquins-là, c'est que ce sont deux séries différentes. C'est-à-dire que tu as les Percy Jackson où je suis Percy Jackson et les héros de l'Olympe où Percy Jackson est un personnage secondaire. Alors que là, avec One Piece, bon, on est toujours dans One Piece, on est toujours dans la quête de Luffy qui n'est pas terminée. Et pourtant, tu as quand même l'impression qu'on est passé à ce nouveau format où bah, en fait il est devenu secondaire parce que bah, il est trop fort, il rend moins sérieux le danger de l'ennemi. Il voilà, je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Et du coup, bah, pour moi, bah, comme je disais plus tôt, ce qui me plaisait dans One Piece, c'est de suivre un équipage, de suivre un groupe de potes qui vont défier le monde, voilà, tu suis leurs aventures, leurs flashbacks, bah, toutes leurs galères, quoi. C'est ça, moi, qui faisait que j'aimais One Piece. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est plus eux qu'on suit. Aujourd'hui, on suit tout ce qu'il y a autour. Sauf que, ben, moi, je suis désolé, ce qu'il y a autour, c'est bien pendant les arcs. Mais que ça prenne le dessus sur l'équipage, ben, moi, j'en veux pas. Je veux pas de ça. Et pour moi, ça gâche le manga. Parce que, c'est pas du tout l'ADN qu'avait le manga à la base. Et c'est très dommage. Voilà. Donc, on va conclure. Contrairement à Mademoiselle Soso qui dans sa vidéo parlait d'arrêter One Piece, moi je n'ai pas l'intention d'arrêter One Piece, j'aime toujours One Piece. Je veux dire, si j'aimais pas One Piece, est-ce que vous croyez là que ce petit poster hein, où on a Luffy, Zoro, Nami et sûrement Usopp, ouais c'est ça, il n'y avait pas encore Sanji, est-ce que vous croyez qu'il serait là? Bah non. De l'autre côté, il y a aussi d'autres trucs, hein, on a du Sanji, on a du Kid, tout ça. Si vous croyez que si je n'aimais plus One Piece, je laisserais ça sur mon mur, non. Est-ce que je laisserais mes figurines affichées là, si je n'aimais plus One Piece? Non plus. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, depuis quelque temps, depuis presque un an, je pense même, voire peut-être un peu plus, je suis frustré de One Piece. Et je suis frustré de ne pas pouvoir plus en parler que ça, parce que bah, je sais que la communauté est tellement toxique que bah, si on en parle, on se fait défoncer. Parce que bah, dire des choses négatives de One Piece, bah, c'est pas être un vrai fan de One Piece, c'est être un négrétique, un démon, un monstre, bref. Et j'avais quand même besoin de le faire. Et j'avoue que voilà, ça faisait longtemps que j'y pensais. Voir les deux Mademoiselle Soso, ça m'a encouragé à me dire, allez, faut quand même que je le fasse, faut quand même que je le dise. Ça va pas être une partie agréable parce que bah, je critique quelque chose que j'aime beaucoup de base, mais il est quand même important de mettre le point sur des choses qui me déçoivent. La communauté One Piece et l'écriture actuelle qui bah, me déçoit. Parce que moi j'aimais quand on suivait une bande de potes et pas quand aujourd'hui on s'intéresse à d'autres choses que cet équipage auquel je suis énormément attaché. Et oui, parce que même si je suis déçu, bah, je vais continuer quand même à lire One Piece, je vais continuer à acheter des figurines One Piece ou d'autres choses autour de One Piece, je vais continuer à regarder le live action et tout ça, je vais continuer à soutenir l'œuvre. Mais la seule différence en fait avec moi d'il y a 10 ans, 15 ans, c'est qu'avant, ben, alors j'étais pas toxique, mais j'étais à fond dans la hype. J'étais à fond. J'étais pas au point de One Piece Passion TV, mais j'étais à fond comme ça. Hein. Dès qu'il y avait un truc qui sortait, bah, j'étais hyper heureux, j'étais hyper content. Aujourd'hui, quand il y a un truc qui sort, bah, je suis content, mais pas comme avant. Voilà. Euh, J'ai envie de dire, quand One Piece Red est sorti, j'étais un des premiers à acheter ma place de ciné pour avoir ma place. Hein. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a un nouveau film One Piece qui sort, si le thème du film m'intéresse pas, bah honnêtement, je me dirais, c'est pas grave si je rate la séance. Alors que One Piece Red, bon, c'est pas le meilleur film, hein, mais bon, c'est le seul que j'ai vu au cinéma. Donc je peux parler que de celui-là. Mais, euh, mais bon, ça reste quand même une grande œuvre.
Une grande œuvre qui a perdu de l'intérêt, comme je l'ai dit, pour moi, il y a 10-15 ans, pour moi, c'était mon top 1. Aujourd'hui, il a la 5e place de mon top 5. Voilà, c'est dommage, mais le tout joue. Il n'y a pas que l'écriture du manga, il y a aussi la façon de vivre le manga. Moi, je sais que quand je vis de la culture, que ce soit comment dire, en version écrite ou version audiovisuelle, j'aime bien le partager avec des gens. Sauf que si tu le partages avec des gens et que ces gens-là, tout ce qu'ils ont en retour, c'est de la haine parce qu'ils sont pas capables d'entendre des critiques, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, je garde juste mes trucs pour moi, mais c'est frustrant de garder ces choses que pour soi, donc du coup, l'œuvre devient frustrante parce que on peut plus partager la passion de l'œuvre avec les gens parce que les gens, on n'en a rien à foutre de ce que tu dis parce que eux, ils ont leur truc dans leur tête et puis partager, c'est pas leur délire. Et voilà, encore une fois, c'est pas que le cas de One Piece. J'ai déjà donné des cas d'autres œuvres, hein, dont certaines sont affichées à mon mur que j'aime beaucoup. Ça n'empêche pas d'aimer toutes ces œuvres. Mais c'est vrai que c'est quand même relou d'avoir toutes ces communautés-là qui gâchent le plaisir de partager autour de ces œuvres, qui à la base sont vraiment géniales. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais surtout vous, qu'est-ce que vous pensez de One Piece aujourd'hui? Est-ce que vous, par rapport à quand vous avez découvert One Piece, est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que, comme beaucoup, vous avez été frustré? Parce que là, je parle de moi, mais j'ai parlé de Mademoiselle Soso, mais c'est pas la seule. Hein, on a le Mont Corvo il y a pas longtemps qui a pété un câble, hein, j'ai vu des vidéos qui en parlent. Quand j'ai cherché la miniature de Mademoiselle Soso pour illustrer la toxicité, parce que du coup, elle en parlait pas mal dans ses vidéos, quand j'ai fait ma recherche, très clairement, Mademoiselle Soso, c'était pas la seule dont j'ai vu des miniatures de youtubeurs ou youtubeuses qui parlaient du cas de la toxicité des fans. Voilà, donc le propos que je dis, c'est pas nouveau. Beaucoup en parlent et, euh, et c'est dommage. Donc j'aimerais savoir si vous êtes dans le cas des gens comme nous, qui en ont un peu marre, dont certains qui ont arrêté, d'autres comme nous qui persistent, comme moi qui persistons parce que j'aime quand même l'œuvre. Ou est-ce que pour vous, voilà, il n'y a pas de problème, voilà, tout va bien, je vous critiquerai pas pour ça, ne vous inquiétez pas, mais je suis curieux de savoir comment vous vivez l'œuvre au fil du temps. Voilà. Sinon, je vais m'arrêter là, donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.